Vous n'en mangez pas? Non, je ne mange pas de viande gratuitement. C'est-à-dire gratuitement? C'est-à-dire pour une émission de télévision, par exemple. C'est contraire à mes principes. Dominique Lestel est philosophe et maître de conférences à l'École normale supérieure. Moi qui en mange peu, je vais en manger pour les besoins de cette émission parce que je voudrais vous poser une question, Dominique Lestel, sous la forme d'un dilemme. Est-ce qu'en faisant ce geste-là, non pas en parlant la bouche pleine, mais est-ce qu'en faisant ce geste-là, je contribue aux images atroces qu'on a vues, des images qu'on doit à l'association L214, en l'occurrence d'une vache dont on perfore le crâne, ce qui ne marche pas tout à fait d'ailleurs. Quel est le lien entre l'innocente dégustation d'une viande tout à fait excellente et les images épouvantables, atroces qui vous retournent le cœur, que propose et que diffuse l'association? Bien, oui, d'une certaine façon, vous contribuez. Maintenant, vous contribuez plus ou moins, c'est-à-dire que la question se pose de savoir, par exemple, d'où vient cette viande. Est-ce que c'est de la viande industrielle ou est-ce que c'est de la viande qui a une traçabilité plus écologique? Bon, ceci dit, même avec une traçabilité plus écologique, l'animal a été tué. Mais il y a une équivoque dans les vidéos de L214 que tout le monde connaît aujourd'hui, qui sont très répandues. On ne sait pas si ce qu'il dénonce, ce sont les méthodes d'abattage qui sont ignobles, et de ce point de vue, tout le monde est d'accord, ou si ce qu'il dénonce, c'est le fait même de l'abattage, ou le fait même de tuer des animaux pour les manger, auquel cas le problème est plus délicat. Je pense qu'ils sont dans l'ambiguïté de façon très consciente, puisque dans une perspective végane, par exemple, habituelle, traditionnelle, le fait de tuer un animal est un vrai problème éthique. C'est-à-dire que ce qui leur pose un problème dans le fait de manger de la viande, c'est en grande partie le fait de devoir tuer l'animal. Et la deuxième question, c'est d'aller contre les intérêts de l'animal. Chacune de ces dimensions posant d'ailleurs de nombreuses difficultés. Donc c'est quand même là que la démarche n'est pas tout à fait honnête, parce qu'ils vont chercher des abattoirs atroces. Ils vont chercher des abattoirs où les règles d'hygiène ne sont pas respectées, où les gens travaillent mal, où les gens ne sont même pas au courant de ce qu'ils font, où on est dans l'incurie générale, alors qu'au fond, le problème, c'est l'existence même pas seulement de l'abattoir, mais de tout endroit où on tue les animaux. Oui, alors, vous avez raison de souligner le fait que ce sont des abattoirs qui sont particulièrement atroces, qui sont ainsi choisis. Chacun peut se réjouir qu'ils ferment ces abattoirs, justement. Absolument, voilà, c'est ça. tout à fait. Que dans d'autres abattoirs, la situation est moins dramatique. Ceci dit, ça reste quand même des abattoirs. Et on doit être conscient du fait que manger de la viande, c'est faire preuve de violence vis-à-vis d'autres êtres vivants. La question est... est-on prêt à accepter, pour telle ou telle raison, cette violence? Et quel type de violence on est prêt à accepter? Je peux être prêt à accepter qu'on tue un animal pour que je le mange, mais pas prêt à accepter que l'animal soit tué dans des conditions atroces ou qu'il soit élevé dans des conditions ignominieuses qu'on a dans certains élevages industriels. Donc, pour résumer le problème, la question qui se pose est de savoir si le problème est de tuer ou de faire souffrir, ce qui n'est pas la même chose. C'est tuer ou faire souffrir, qui n'est pas la même chose, mais qui converge dans ce que les véganes appelleront l'intérêt de l'animal. L'animal n'a pas intérêt à être tué, et le faire souffrir est contraire à toute règle j'ai envie de dire éthique, mais aussi de bonne sociabilité. Dominique Lestel, une apologie du carnivore, ce titre qui est de nature à décourager les véganes ou les végétariens de vous lire, les induit en erreur à mon avis, car il y a dans ce livre plus d'arguments en faveur d'un dialogue constructif que d'une opposition frontale, éthique, entre d'un côté le bien végétarien et de l'autre le mal carniste, comme ils disent. On va parler de ça avec vous tout de suite. Il faut bien qu'on ait ce rôle de, je dirais pas de prédateur, mais de régulateur. Kevin Le Guédois, du Club des jeunes chasseurs d'Île-de-France, est le promoteur d'une chasse écolo-responsable et respectueuse des animaux. Parce que, voilà, je connais des gens qui sont contre la chasse et un mois ou l'année d'après, ils viennent vous voir et ils ont tapé un sanglier avec leur voiture. Et ils disent, les chasseurs, vous tuez pas cette sanglier. Donc, il faut avoir un juste milieu, il faut en laisser pour que les promeneurs aient un certain plaisir à en voir. Et de d'une, c'est... Aussi, ça fait des dégâts. Tout ce qui est sanglier, tous les cervidés font des dégâts sur les cultures. Et les dégâts sont indemnisés à 100% par les chasseurs. Donc, s'il n'y avait plus de chasseurs aujourd'hui, il faudrait payer des gens pour aller à la chasse.
Non, ce qui est fascinant avec ce qu'on appelle un time-lapse, donc croissance accélérée, je crois que c'est un haricot, il me semble. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit à quel point la plante elle-même est vivante. Si on suit la logique selon laquelle on ne mange pas de cadavres, pourquoi ne pas pousser cette logique jusqu'au fait de s'abstenir de manger des plantes, par exemple? Pourquoi ne pas s'abstenir d'être herbivore tant qu'on y est? C'est le grand problème de l'antispécisme, c'est-à-dire que l'antispécisme... Il faut préciser ce que c'est que l'antispécisme ici, pour ceux qui l'ignorent. Qui considère que c'est une posture tout à fait répréhensible de distinguer entre les espèces, et en particulier entre l'homme et les autres espèces, animaux, qui établit une dissolution de la frontière homme-animal à partir d'un certain nombre d'arguments tout à fait recevables, réinscrit une frontière hygiénique entre les animaux et les végétaux en usant le même type d'arguments et en ne pensant pas qu'on puisse appliquer le même type de raisonnement sur la frontière végétale-animale que celle qu'on a appliquée sur la frontière homme-animal. C'est-à-dire que la frontière que les antispécistes récusent entre l'homme et l'animal, ils la réactivent en demandant à l'homme d'adopter vis-à-vis de la nature un comportement qu'on ne demanderait pas à un animal d'avoir. Absolument. Et que de ce point de vue, il y a donc l'affirmation d'un devoir éthique, d'un privilège d'une certaine manière, d'une supériorité, bref, d'un anthropocentrisme en réalité. Un animalocentrisme, là. Un animalocentrisme, un zoocentrisme. Mais non, je parlais d'anthropocentrisme au sens où l'homme était investi d'une mission que les autres animaux n'ont pas. Ah bah dans la posture végane, toujours, puisque ça peut aller même très très loin, puisqu'il s'agit pour certains... J'en ai encore eu la preuve pour un exposé que j'ai entendu récemment à Bologne en Italie, d'un vegan qui proposait tout à fait sérieusement de redessiner ce qu'étaient les prédateurs, comme les lions ou les loups, et de les rendre véganes, parce qu'il y avait assistance à personne en danger qui était en jeu dans les pauvres antilopes ou les pauvres zèbres qui étaient mangés par ces prédateurs. Donc il y a une invasion de l'animalité par le terrain moral ici, c'est une autre histoire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une contamination. Alors là, pour le coup, c'est une extension du domaine de l'humanité déguisée en fusion des règnes. Du domaine de l'humanité, du domaine de la morale de la loi humaine appliquée à l'animal. Et alors, que dites-vous de l'argument du chasseur qui est de dire, au fond, nous, les chasseurs, on ne fait pas le mal, on participe à un équilibre. Au fond, on est dans la version artificielle de la sélection naturelle. Alors, il ne le dit pas comme ça, mais au fond, c'est ça que ça signifie. Le chasseur est un élément régulateur à l'intérieur d'un écosystème donné. Cet argument écologique qui est parfaitement recevable. Effectivement, les sangliers ou les cervidés font des dégâts et constituent des dangers pour des populations. Donc, les réguler n'est pas un problème. Maintenant, le chasseur, c'est pas simplement celui qui chasse les sangliers et les cervidés, c'est aussi celui qui chasse les faisans qui ont été élevés avant la chasse, etc., etc. Et donc, on est dans un autre espace, là aussi. Alors, l'argument est recevable jusqu'au moment où la disproportion est telle qu'on met en péril une espèce. Quand les baleines sont mises en péril, par exemple, ou quand tel ou tel animal est menacé dans sa survie par le caractère invasif du geste du chasseur, et au fond par le fait de tuer plus que ce qu'il faudrait pour s'alimenter, quand on passe de la valeur d'usage à la valeur d'échange, on ne tue plus simplement pour manger, mais on tue aussi pour faire du bénéfice avec, faire du commerce, on tue au-delà de ce qu'il faut. Faire du sport, s'habiller, etc. etc. C'est là que le problème Là, le problème se pose effectivement de façon très, très grave. Et dans le cas des baleines, par exemple, il n'y a aucune raison de continuer de chasser des baleines que personne ne mange, même les Japonais qui n'arrivent pas à écouler leur stock de baleines. Alors, on est ici, et je suis très heureux de l'accueillir dans Philosophie, Gilles Lartigot. Gilles Lartigot est l'auteur de reportages d'investigation et d'un livre, Eat, sur la protection animale et nos pratiques alimentaires. Et je voudrais, en peu de mots, que vous nous disiez ce qui s'est passé dans votre vie pour que le bouleversement qui vous est arrivé il y a quelques années arrive. Quel est ce bouleversement? Comment ça s'est fait? Ça a été des enquêtes que l'on a fait, ma femme et moi, dans l'élevage industriel. Une prise de conscience de comment sont élevés aujourd'hui nos animaux. C'est la première fois de notre histoire que l'on consomme des animaux élevés en cage. La période de la chasse, c'est fini. Et ce que j'ai vu m'a profondément choqué. J'ai vu des choses que je n'aurais été pas censé voir. Et du jour au lendemain, je n'ai plus pu consommer en fait de la viande. Donc c'était viscéral. C'est une décision qui n'est pas une décision intellectuelle au sens où vous vous êtes pas dit, voilà, en mangeant de la viande, je contribue à ça. Non. Non, c'était émotionnel. Le ventre s'est retourné. Exactement. En fait, hein. Exactement. C'est ça. Donc c'est une décision au sens où c'est pas vous qui avez décidé, vous avez été décidé. Ce que j'ai vu m'a traumatisé.
Et donc c'est vrai que j'ai eu une forme de répulsion et ça a été une chance parce qu'en fait je ne connaissais pas l'alimentation végétale. J'étais un carniste, je consommais de la viande parce que je faisais beaucoup de sport, donc j'étais sur ce mythe des protéines. Vous en faites toujours autant? J'en fais toujours autant. C'est ce que j'allais... Voilà, c'est Tout à fait. important ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger de la viande pour faire du sport et sculpter son corps. Non, non, mais on peut manger différemment. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de consommer de la viande du jour au lendemain? Je pense que non, parce que c'est un choc déjà traumatique et il faut apprendre. C'est pas dans notre culture aujourd'hui de manger du végétal. En fait, certes, nos grands-parents mangeaient le plat du pauvre, c'était les lentilles à l'époque. Et puis il faut aussi savoir que dans le passé, notamment au Moyen Âge, il y avait deux cuisines en fait qui se contrebalançaient. C'était la cuisine du pauvre, avec le bouillon et les légumes, le bouilli et les légumes, donc sous forme de grande potée. Et puis la nourriture des nobles, des riches, qui était la viande et le rôti. Et les années après-guerre, en fait, ont été aussi un bouleversement au niveau de notre mode alimentaire, où là, en fait, on a commencé à consommer, je dirais, beaucoup plus de viande, jusqu'au point où on en est aujourd'hui, une surconsommation. Comment est-ce que vous réagissez à la thèse, par exemple, de Dominique Lestel, qui fait valoir dans son apologie du carnivore qu'on est finalement plus proche de la nature quand on mange de la viande que quand on n'en mange pas? Parce que la thèse, alors je dis en peu de mots, pardon de prendre le 4e de couverture qui donne le sentiment que je n'ai lu que ça, alors que c'est pas vrai, c'est un très bon livre. Mais enfin, tout de même, l'idée que le carnivore est plus proche de l'animal qu'aucun végétarien ne le sera jamais. C'est une phrase qu'on retrouve dans le livre, qui est ici mise en épigraphe. Ça me rappelle une des phrases de mon livre, il faut qu'on retrouve notre instinct animal. Ça, c'est le vôtre. Il faut qu'on retrouve notre instinct animal. Mais en fait, je suis d'accord avec Dominique Lestel sur le fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème politique. Parce que ce qui me fait plaisir, certes, je ne suis pas d'accord avec son développement, qui est remarquable, mais qui est un point de vue de carniste. Par contre, on est d'accord sur une chose, c'est qu'on est contre l'élevage industriel. Parce que ça, aujourd'hui, si on est dans une société avec encore un peu de moralité, je pense qu'on ne peut pas le cautionner. Est-ce que c'est pas contradictoire, pardon, juste, j'entends ce que vous dites, est-ce que c'est pas contradictoire avec le fait que vous disiez tout à l'heure qu'il y a quand même malgré tout un lien entre le fait de manger de la viande et l'existence de l'élevage industriel, de l'abattage industriel? Non, ce que je dis, c'est qu'il y a un lien entre le fait de manger de la viande et le fait de tuer l'animal. Oui. Et d'aller donc à l'encontre. Oui, mais de comme ça. un tigre peut tuer un animal pour le manger. Oui, absolument. L'élevage industriel, c'est autre chose. L'élevage industriel, c'est un mode de production capitaliste et même hyper-capitaliste qui pose un problème. Valeur d'usage, valeur d'échange. On est passé à la valeur d'échange. On ne tue plus seulement pour manger, mais on tue pour s'habiller, pour manger en masse. Pour faire des profits. Et il y a deux problèmes fondamentaux qui sont laissés un peu de côté par les véganes en général, dans leur posture moralisatrice, qui est la surpopulation humaine, c'est-à-dire qu'on nous donne des chiffres qui sont effectivement effrayants, mais qu'il faut remettre au nombre d'humains qui les consomment. C'est-à-dire que quand on vous dit on consomme 15 millions de poulets par an dans telle ville, c'est effectivement énorme, mais s'il y a 20 millions d'habitants, en fait, c'est pas tant que ça. Et donc l'obligation, du coup, aussi d'avoir des formes de production pour tous ces humains qui sont dans des espaces urbains, qui n'ont pas d'élevage propre, qui n'ont pas de rapport avec la nature, donc d'avoir des élevages plus industrialisés. Je pense que l'élevage industriel tel qu'il existe devrait être totalement refait, d'accord. Mais la surpopulation implique quand même des formes de production qu'on n'a pas. Et puis la question de l'hypercapitalisme, du profit, de la nécessité de toujours gagner plus par les pratiques que l'on a. L'animal est devenu une marchandise. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a deux postures ici. Il y a L214 qui lutte pour l'arrêt de la viande en jouant sur les deux tableaux, en montrant des abattoirs ignobles, pour inscrire dans l'esprit des gens que tous les abattoirs sont comme ça. Et il y a une démarche qui consiste à s'unir entre végétariens et carnistes pour abolir l'abattage industriel de façon générale. Raphaël, je connais bien L214 et Brigitte, et en fait, ils sont pas pour... C'est vrai que ce qui arrive dans les abattoirs, ça arrive dans tous les abattoirs. J'ai Jean-Luc Daube qui témoigne dans mon livre. Ils disent montrer les pires. Hein. Non, pendant 15 ans, il a enquêté dans tous les abattoirs. Donc, et à toutes ses visites, il a relevé des infractions. Donc pourquoi? Parce qu'il faut produire plus pour produire moins cher. Le vrai problème, c'est ça. Aujourd'hui, je ne suis pas un pro-spécisme, antispécisme ou abolitionnisme, mais je pense que si on veut faire progresser, je dirais, notre société aujourd'hui, si on veut prendre, je dirais, en compte le bien-être animal, il faut que deux points de vue, en fait, s'associent sur ce drame qui est l'élevage industriel. Il faut une alliance stratégique des végétariens et éthiques et des carnivores civilisés. civilisés. Parce que lorsqu'on mange moins de viande, qu'est-ce qu'on mange à la place?
il faut remplacer ça. Puis aujourd'hui, on en consomme beaucoup, beaucoup trop. Et puis on sait aujourd'hui, il y a des données, il y a des études qui prouvent en fait qu'une surconsommation de viande, c'est pas bon pour notre santé. Le progrès dont vous parlez et que vous appelez de vos voeux, il est manifesté spectaculairement par la capacité que nous avons de discuter, d'être d'accord pour n'être pas d'accord ensemble. Exactement. C'est ça qui est Exactement. important. C'est au fond, c'est la seule cause que nous défendons, Le en tout cas, progrès est en marche. dans cette émission. Exactement. Merci d'être beaucoup, venu Raphaël. nous parler. Merci d'avoir apporté votre témoignage. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Je remontre ici votre livre, Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Ça s'appelle Eat et ça se dévore. Il fut un temps où une sexualité débridée suscitait l'ire des bien-pensants qui voulaient absolument faire rentrer les autres dans le droit chemin. L'étrange passion hygiénique de ceux qui veulent briller dans l'excès de moralité a toujours aimé s'exprimer dans des métaphores de guide Michelin. Autre temps, autre mœurs, et c'est ça qui est important, venez avec moi. Aujourd'hui, ceux qui sont devenus végétariens, pour des raisons éthiques, harcèlent les carnivores de la même manière que les militantes des ligues de tempérance poursuivaient jadis les femmes de petite vertu. Clairement, Gilles Lartigot échappe au procès Absolument. d'intention que vous faites. Comme beaucoup. Voilà, comme beaucoup. beaucoup. On est d'accord. Néanmoins, c'est intéressant, dans la perspective que vous développez, vous observez une similarité de comportement, au fond, entre la dénonciation morale des turpitudes ou d'une sexualité débridée et l'injonction morale d'arrêter de manger de la viande. Ben, c'est pas nouveau. Michel Foucault, par exemple, montrait déjà que dans l'histoire de l'humanité, en particulier chez les Grecs, il y avait toujours la moralité et l'éthique qui avaient deux domaines de prédilection, qui étaient la sexualité et la nutrition. Et la nutrition, bien sûr, bien sûr. Mais quand même, est-ce que vous n'allez pas un peu loin, d'une certaine manière, en faisant valoir qu'au fond, l'ordre moral, ça n'est qu'une mutation de l'ordre moral, de passer de l'interdiction de faire l'amour dans tous les sens ou avec qui on veut, à l'interdiction de manger de la viande? Eh bien, je pense que, comme Günther Anders, que l'excès a des vertus philosophiques en permettant de mieux comprendre un certain nombre de problèmes. Par excès, vous désignez le parallèle que vous faites. Hein. Absolument. C'est ça, d'accord. Donc c'est pour Absolument. des raisons pédagogiques. C'est-à-dire d'essayer de voir jusqu'où on peut pousser cette hypothèse. Jusqu'où est-ce qu'on peut considérer qu'effectivement le fait de ne pas vouloir manger de viande pour les véganes constitue une posture moralisatrice qui est du même ordre que celle qu'avaient les ligues de vertu au XIXe siècle. Mais alors, quand vous parlez d'une apologie du carnivore, il faudrait compléter le titre que vous donnez à votre livre, enfin le compléter. Dire que c'est une apologie critique du carnivore, au fond. Parce que si c'était simplement une apologie du carnivore, je veux dire, l'apologie de Socrate, elle n'est pas critique à l'endroit de Socrate. Quand vous faites une apologie du carnivore, vous faites une apologie d'un carnivore civilisé qui discute avec le vegan, qui s'entend avec tout le monde et qui lutte contre l'abattage industriel. Absolument. Oui, c'est un drôle de carnivore quand même. Non, c'est un carnivore éthique. Ouais. C'est le carnivore à venir, j'ai envie de dire. C'est pas un oxymore, ça, le carnivore éthique. Non, c'est pas un oxymore, sauf pour les véganes, ouais. Justement. Et que c'est un des enjeux de ce qui se joue là, entre la viande et nous, ou entre les animaux et nous, que de développer une posture éthique de carnivore, de consommation de viande, de rapport à l'animal, qui n'est pas uniquement un rapport de convivialité et de rapport fraternel, mais aussi de vraie vie, de vie telle que tous les animaux ont les uns avec les autres. Si l'homme est criminel quand il mange de la viande, que dire des grands fauves ? Moi, ça me choque, cette image, en fait. Je trouve cette image... Venez, asseyez-vous avec moi. Je trouve cette image extrêmement violente, en vérité. Alors, est-ce que je la trouve violente parce que
j'y dépose, j'anthropomorphise les choses et que je transforme la lionne en humain et que j'ai l'impression d'assister à un massacre et à la dévoration vivante d'une victime par deux coupables. Est-ce que c'est la violence? J'en sais rien, mais je trouve cette image violente, tout à fait d'une violence tout à fait différente et beaucoup plus digeste que les images atroces d'abattoirs. Mais enfin, je trouve qu'il y a quand même une certaine forme de violence dans le comportement du prédateur. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'en disant cela, je suis perméable aux arguments des véganes, par exemple? Non, je pense que ce sont effectivement des images qui sont très violentes et très perturbantes, parce que c'est des images qui mettent la violence, et une violence sanguinaire, une violence létale, au cœur de ce qu'est le rapport des animaux les uns avec les autres. Et on n'est plus habitué à ça. On a une vision très Walt Disney de l'animal. Ou même sans aller jusque-là. On n'a aucun problème avec voir deux animaux s'accoupler. Si on voit deux humains s'accoupler, c'est tout à fait autre chose, soudain. C'est tout de suite une sorte d'événement, alors que deux animaux qui s'accouplent, bon, on dit c'est la nature. Oui, alors là, on pourrait dire aussi c'est la nature. Le vegan répondrait que précisément l'humain n'est pas dans la nature, qu'il a une éthique, qu'il a une morale, que par conséquent, il n'est pas obligé de se comporter de cette façon-là, alors que le lion serait obligé de par sa nature. C'est un argument qui est très contestable parce que... Récuser les déterminismes en l'homme, oui, c'est contestable. Récuser les déterminismes et considérer que ce qu'on n'est pas obligé de faire est quelque chose que l'on ne doit pas faire. Ce qui est une nuance qui n'est pas mince, somme toute. Donc effectivement, on n'est pas obligé de tuer pour manger. La question est, qu'est-ce que ça nous apporte de manger de l'animal? Autrement dit, la question n'est pas simplement celle de tuer l'animal. Donc il ne s'agit pas simplement de défendre le carniste ou le carnivore, selon qu'on est carnivore ou non, d'ailleurs, parce que le mot change selon qu'on est végétarien ou qu'on est carnivore. On dit carniste ou carnivore. Donc la question n'est pas seulement de défendre le carnivore, mais de faire valoir une sorte de valeur morale ajoutée au fait même de manger de la viande. Absolument, qui est celle de s'assimiler l'animal, de reconnaître que nous sommes des animaux comme les autres, que nous sommes constitués par des animaux et que notre chair peut être de la chair animale. Autrement dit, une espèce de communion avec l'animal. Alors le vegan va... Communion par la dévoration. Communion par la dévoration, communion métabolique. Communion métabolique. Alors donc le vegan va dire, mais on n'est pas obligé, pour se sentir proche de l'animal, de le manger. Très certainement. Sauf que ce que je constate, c'est que les véganes extrémistes, qui m'intéressent particulièrement, il faut le dire, et je ne ramène pas tous les véganes aux véganes extrémistes, les véganes extrémistes veulent transformer les prédateurs, veulent transformer l'animalité pour la rendre, j'ai envie de dire, plus végane. Et quand je dis, pour ainsi dire, c'est la rendre végane, c'est-à-dire rendre les lions qu'on a vus là, vegan, c'est-à-dire capable de se nourrir d'herbes ou de fruits et pas de pauvres antilopes. Bon, le lion frugivore, peut-être, c'est pour demain. Quoi qu'il en soit, manger de la viande n'est pas un crime, s'en abstenir n'est pas une vertu. On peut aussi développer une morale à partir de l'éthique du carnivore. C'est ce que vous proposez dans ce livre que je remontre ici, Apologie du carnivore. Dominique Lestel, merci d'avoir joué le jeu comme ça. Merci de m'avoir invité. Que vous soyez carnivore, que vous soyez végétarien, vous n'êtes jamais les détenteurs du bien. Aucune position moralement ne l'emporte ici sur l'autre. Et les arguments que brandissent les uns et les autres renseignent autant sur leur caractère respectif que sur le raisonnement de chacun des camps. En revanche, la seule cause à défendre, et d'ailleurs le seul but de cette émission, c'est la cause du dialogue entre des positions moins irréconciliables qu'il n'y paraît. Parce que du carnivore au végane, tout homme, s'il est humain, déteste la souffrance animale. Et c'est elle, et elle seule, l'ennemi à abattre.